Je suis Marie-Osier Lafontaine, activatrice de Génie au féminin. Chaque jour, j'accompagne les femmes à révéler leurs trésors cachés pour vivre la vie qu'elles méritent. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui ont osé s'affranchir des diktats pour trouver leur juste place. Bienvenue dans le podcast Ose-la, les voix qui osent. Bonne écoute. Bonjour Diane Teresa. Bonsoir Marie. Alias Diane Holistique. Tu es médium, tu es créatrice d'oracles, tu es thérapeute en constellation familiale, mais pas que. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans au salon Serenity Island en Martinique et j'ai découvert une femme à l'énergie solaire, avec beaucoup d'assurance, mais une assurance qui n'est absolument pas intimidante. Tu inspires vraiment confiance et je savais quand on s'est rencontrés au salon qu'on se reverrait et on s'est revus plusieurs fois depuis. Donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci déjà de m'avoir proposé et je suis très très heureuse et je me souviens très bien de cette rencontre, de ce jour. Et donc tu as eu un parcours qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, un parcours avec ses zones d'ombre, ses douleurs, mais aussi beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Et c'est ce qui a créé en fait la femme que tu es aujourd'hui, mais aussi l'activité que tu proposes aujourd'hui. Tout est lié. Si on commence par le début, tu es née à Paris, il y a une 40aine d'années, d'un papa, 5 ans, on peut le dire. On peut le dire, d'un papa martiniquais, d'une maman franco-italienne. Ton papa est parti à quitter le foyer familial assez tôt, et donc c'est ta maman qui vous a élevé, toi et ton frère, et puis ta petite sœur, ta demi-sœur qui est arrivée quelques années plus tard. Tu étais une petite fille plutôt rêveuse, qui se sentait en décalage par rapport à l'école. Tu étais dyslexique mais pas diagnostiquée, ce qui t'a causé des difficultés scolaires, mais ce qui ne t'a pas empêché d'obtenir ton bac. Et à l'âge de 16 ans, de 14 ans, tu as découvert ton don. Le don de médium, ça t'est un petit peu tombé dessus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'est arrivé sans que tu ne le contrôles. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Et puis, ça n'a pas forcément été facile, justement, d'assumer ce don. Et à 16 ans, alors que tu flirtes avec les sorties, les garçons, un peu d'alcool, un peu de cannabis, etc., tu te dis, en fait, je peux réussir ma vie et je vais établir un plan d'action. Personne n'y croit, sauf toi. Et d'ailleurs, tu vas y arriver parce que ton plan d'action... Et ta mère. Qui a toujours cru en toi. Donc ton plan d'action, c'est d'obtenir ton BEP, ton bac pro, de partir 1 an aux États-Unis en tant que fille au père et de passer ton BTS de commerce international. Tu as accompli toutes ces étapes jusqu'aux États-Unis où effectivement tu es fille au père, mais finalement tu ne repartiras pas et tu resteras et tu seras mannequin. Quelque chose auquel tu n'avais absolument pas pensé. Tu seras mannequin et la vie et l'amour te ramènera en France et assez rapidement en Martinique où tu auras tes 2 enfants et où là tu exprimeras pleinement justement ton don de plusieurs manières. Oui, tout à fait. Voilà. C'est bien résumé. C'est drôle quand on attend sa vie résumée comme ça. Oui, c'est assez court, on va en découvrir un petit peu plus dans un instant. Et avant de démarrer, le petit rituel du podcast Ose-la, c'est de choisir ta carte. Donc tu vas fermer les yeux, prendre une grande inspiration et passer ta main au-dessus des cartes qui sont juste devant toi et t'arrêter quand tu le sens, par intuition, par picotement, par chaleur. Donc, tu peux regarder l'illustration et me dire ce que ça t'inspire. C'est très rigolo. Il y a des années, j'avais dit le jour où je me marie, je me ferai faire ma robe et elle sera plutôt blanche devant. Bon là, c'est pas le cas, mais par contre, je ferai un effet de traîne de fleurs à l'arrière avec de l'organza, avec un dégradé de orange, de fuchsia et de toutes ces couleurs. Et cette robe, elle me fait penser à ça. Et il y a des cœurs partout qui tombent de ses cheveux, qui émanent de son corps, des fleurs. C'est très... ça fait penser un peu à une Vénus, à une déesse de l'amour. Et c'est très très beau. Et en même temps, il y a un peu comme le tronc d'un arbre, des racines. Donc c'est ancré en même temps. C'est quelque chose qui part du sol et qui monte aussi vers le haut. Okay. Et que te dit le message? Le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité.
Tout le monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que ça te parle, Diane? Ça me parle totalement. Ok. Ouais, ça me parle totalement par rapport à ce que je vis actuellement, à ce que je traverse dans ma vie. C'est peut-être l'orée des 50 ans. On dit les 40 ans, c'est formidable, mais je crois que ces 50 ans qui arrivent pour moi l'année prochaine, je pense que ça va être une de mes plus belles décennies. Une décennie où je n'ai plus peur de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut attendre. Et une décennie où je vais juste m'autoriser à être moi de toutes les façons possibles et inimaginables. Donc, Être toi pleinement. oui. Ok. Ouais. À quoi rêvait la petite Diane? Qu'est-ce qu'elle avait envie de faire dans la vie? Alors quand j'étais petite, enfin vers 6-7 ans, je voulais être archéologue. Ok. Et j'étais une super chasseuse de fossiles. Ok. Et je passais beaucoup de temps à gratter la terre et à trouver des fossiles. Et du coup, ça m'a amenée à une passion vers les pierres. Et après, je voulais être gémologue. Mais il fallait mieux s'en sortir en mathématiques que ce que j'avais pour pouvoir faire, en tout cas par rapport aux résultats que j'avais. Et donc, j'ai après abandonné ça. Mais ouais, archéologue et gémologue, ça a été deux des métiers qui m'ont tenu longtemps. Oui, quelque chose qui a un lien avec l'exploration, quelque part, et aujourd'hui tu explores différemment, mais tu es partie quand même en exploration. Complètement, et puis l'idée de faire passer une pierre brute à quelque chose de précieux, oui, aussi, peut-être. Tout à fait. Ouais, c'est rigolo, j'avais pas pensé, tu vois. Et donc, je le disais en introduction, à l'adolescence, tu as ce don qui se révèle. Comment ça se passe? Ça se passe assez soudainement et encore une fois grâce à ma mère, assez sereinement, parce qu'elle ne va pas me prendre pour une adolescente un peu folle, mais ça va commencer avec l'écriture automatique, où je vais prendre un papier, un stylo, et je vais appeler mon grand-père, le père de ma mère, qui est décédé lorsqu'elle avait 8 ans, dans des conditions un peu tragiques, et dont le fantôme nous avait toujours plus ou moins hantés. Et je vais l'appeler et je vais lui demander Papy, est-ce que tu es là? Grand-père, est-ce que tu es là? Il va me répondre oui, et je vais lui demander tu vas bien? Elle va me dire oui, et à partir de là, ça a été la porte ouverte à la foire aux morts. C'est-à-dire que tu l'as entendu, tu as entendu sa voix, tu as senti sa présence, ça s'est matérialisé comment? Je ne l'ai pas entendu. Cette fois-ci-là, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas entendu. Juste, quand je l'ai appelé, j'ai senti ma main qui s'est mise à écrire toute seule. Et c'était très étonnant, parce que je ne contrôlais pas ma main. Et je voulais même écrire plus gros, et l'écriture était très petite. Et effectivement, mon grand-père avait une écriture qui était très, très, très petite. C'était un architecte, il écrit tout petit, petit, petit. Et donc, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas senti à ce moment-là. Je me suis bien rattrapée après. D'accord. Oui, parce qu'après, ça ne s'est pas arrêté à ton grand-père, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a comme une porte qui s'est ouverte? Totalement. Ouais, ça a été un portail, en fait. J'avais une copine, elle ne voulait plus venir dormir chez moi. C'était digne d'un film d'épouvante. Qu'est-ce qui se passait? Bon, il y avait des manifestations physiques. Moi, je pense que maintenant, avec ce que je sais de ce monde-là, à ce moment-là, j'ai tellement ouvert en grand que j'ai pas filtré ou j'ai pas su filtrer les informations, les personnes qui venaient. Et donc, il y avait de tout. Donc, ça tapait parfois dans les murs. Et puis, j'ai surtout commencé à recevoir des gens qui avaient perdu des proches. Oui. Avec le bouche à oreille. Ma mère en parlait assez ouvertement. Et donc les gens venaient voir cette gamine de 15, 16, 17 ans pour communiquer avec un proche. Ouais, c'était très particulier quand même comme période. Il y avait d'autres personnes dans ta famille qui avaient ce don, ou tu étais la première à l'avoir révélé? Alors, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir, parce que j'ai notamment deux de mes sœurs, j'en ai une du côté de mon papa et une du côté de ma maman, qui sont aussi canales et qui ressentent énormément de choses. Mais je pense que je suis la première à l'avoir vraiment exprimé de cette façon et à l'utiliser aujourd'hui dans ce que je fais professionnellement et avoir gardé le lien avec ça toute ma vie quasiment. Oui, quelque part tu l'as accepté. Ouais. Mais ça n'a pas été facile. Tu me disais que tu as été jusqu'au burn-out assez tôt, à 18 ans, parce que finalement c'était trop. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à gérer dans ce don qui est quelque part magique, peut-être, une sorte de bénédiction, mais en même temps difficile au quotidien? Complètement. Ce qui a été difficile, c'était pas les morts. C'était pas l'invisible, c'était pas eux. Au contraire, dans l'expérience que j'ai vécue, j'étais très bien entourée et j'ai été très bien guidée.
Ouais. C'était les humains, les personnes qui venaient avec des gros chagrins, avec des deuils non faits, avec des incompréhensions de ce qu'ils avaient traversé, de la mort de l'autre, etc. Et en fait, ces personnes-là s'en rendaient peut-être pas compte, mais ils venaient et ils prenaient mon énergie. Et comme moi, j'avais un syndrome du sauveur absolument exceptionnel, et ben, je me faisais un plaisir de leur donner mon énergie. Et donc, je me suis petit à petit vidée de ma propre force vitale jusqu'à complètement m'épuiser et finir en dépression, en burn-out. Et là, du coup, tu t'arrêtes, c'est-à-dire que tu mets de côté ce don. C'est possible, du coup, de le mettre de côté? Alors, temporairement, oui. Ouais. Temporairement, j'ai réussi. En Ouais. gros, j'ai fermé boutique et j'ai dit là, c'est dépôt de bilan, vous trouverez quelqu'un d'autre pour faire passer vos messages. De temps en temps, ça revenait. C'était tellement fort que j'avais pas trop le choix que de transmettre le message, mais c'était très rare. Et pendant plusieurs années, j'ai vraiment, jusqu'à mes 24-25 ans, j'ai fermé boutique. Oui, et entre-temps, du coup, tu es partie aux États-Unis et tu es devenue mannequin, donc une vie qui n'a rien à voir et à laquelle tu t'attendais pas. Tu m'as dit que tu ne t'es jamais trouvée belle et pourtant, un photographe s'est arrêté sur toi et s'est dit, you're the girl, parce que c'est aux États-Unis, et tu as commencé ta carrière comme ça grâce à ce photographe qui t'a repéré. En plus, tardivement, parce que j'avais 24 ans quand j'ai rencontré cet homme-là par le biais d'une jeune femme que j'avais rencontrée qui elle-même était mannequin. Et c'est vrai que moi j'ai toujours fait une taille 42, 44, donc l'idée d'être mannequin déjà ça ne correspondait pas et puis ça m'intéressait pas d'être prise en photo. Et puis comme tu disais, moi je me trouvais pas belle parce que être belle c'était ressembler à ma maman avec ses longs cheveux blonds et puis ses grands yeux bleus. Moi être belle, j'étais grande, j'étais dégingandée, je voyais vraiment pas l'intérêt de s'intéresser à moi. Et pourtant, et du coup, à 24 ans, je me retrouve à faire des photos avec cet homme-là qui est remis un peu sur mon chemin de façon providentielle. Et je vais avoir la chance d'être prise dans une des 3 grandes agences de mannequins grande taille. Donc, grande taille veut dire grande, certes, mais à partir de 42. Et puis, j'ai fait une belle carrière avec des belles rencontres et c'était très chouette. Et c'est ta mère qui te pousse d'ailleurs, parce que tu hésites, finalement, oui, tu as fait des photos, mais il faut maintenant les envoyer aux agences. C'est ça, il faut aller taper aux portes. Mais ta mère, qui t'a toujours soutenue, comme tu le disais, là aussi, elle te dit, vas-y ma fille. Ah oui, puis ma mère elle a ce sang de l'italienne et ce tempérament de parisienne. Ma mère, c'était une flèche. Elle aurait pu être pilote de voiture, de Formule 1 par exemple. Une française. Et ma mère, elle va me dire, mais bon, maintenant, arrête tes bêtises, coup de pied au derrière, tu y vas. Et donc, c'est comme ça que je vais y aller grâce à elle et à ce coup de pied dans le derrière. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette carrière de mannequinat qui dura presque 10 ans? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a amené de la confiance en moi, ça m'a appris... je l'ai vécu un peu dissocié. Parce que je m'étais créé une sorte d'alter ego, mon nom de famille, j'avais pris le nom de famille de ma mère, ce qui me permettait de me dissocier un peu de cette image qu'on mettait très en avant. Un personnage. Ouais, un personnage. Donc ça m'a permis de découvrir des parties de moi qui étaient peut-être plus extravagantes, plus intéressées à faire un show et puis à être vue. Ce qui a beaucoup équilibré après dans ma vie privée et le fait de ne pas avoir besoin d'être trop mise en avant. Puis j'ai rencontré des gens exceptionnels. Oui, dans le métier du coup. Oui, dans le métier, j'ai eu cette chance-là. Ouais. J'ai eu la chance parce que malgré tout, dans le milieu du mannequinat grande taille, les femmes sont souvent un peu plus âgées, plus matures dans leur tête. Et donc, on n'est pas confronté au même problème qu'une fille de 13-14 ans qui est propulsée dans ce milieu et qui peut vivre des choses absolument terribles. Puis, j'ai eu la chance aussi, au moment où je l'ai fait, où il n'y avait pas encore beaucoup de mannequins grande taille. Et donc, quand on allait à un casting, pour 150 filles, taille 34-36, on était 5, 7, 10 maximum. Donc, il y avait... et on était souvent bien mieux payés en plus. C'était complètement dingue. Oh, oui, jamais j'aurais pu imaginer, vivre à New York, et 2, avoir cette vie-là. Oui. Tu me disais que tu étais à cette époque-là une ado avec une carte bleue, c'est ça? C'est ça. Donc tu as bien profité. C'est complètement ça. Ah oui, j'ai profité, j'ai vécu en fait. J'ai vécu, j'ai profité, je suis sortie, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, je me suis habillée, j'ai vécu la vie d'une femme de fin de vingtaine à New York au début des années 2000.
où il y a pas les téléphones portables pour tout filmer, c'est très bien d'ailleurs. Les enfants non, pas de preuve. Le même effet. Et ouais, c'était chouette. C'était chouette. Et aux États-Unis, tu fais aussi une rencontre avec une amie qui est hypnothérapeute et qui te propose un jour une séance d'hypnose. Et là, il y a quelque chose qui va basculer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette séance d'hypnose et ce qui a basculé pour toi à ce moment-là? C'est en août 2007, donc c'est une voisine et très bonne amie à moi depuis plusieurs années qui est donc hypnothérapeute et ça faisait plusieurs fois qu'elle me proposait de faire cette fameuse séance d'hypnose, ce que je n'avais jamais fait. J'avais fait du Reiki, j'avais fait d'autres choses, mais ça je n'avais jamais fait. Et donc ma petite sœur, Mélissa, elle a 17 ans à l'époque, elle est sur le canapé, elle est en train de dormir à côté et donc elle me met en transe et moi je pense partir pour un super voyage, je me vois déjà me balader dans les étoiles, faire un truc super cool. Et en fait, pas du tout. Je me retrouve, je n'arrive pas à voir, j'ai l'impression d'être aveugle, je me sens groggy, je me sens restreinte, comme si j'étais attachée, et j'ai peur. Et j'ai très très peur. Et ma façon de parler est ouais, comme si j'avais pris un calmant ou quelque chose. Et là, c'est le gros stress. Et il s'avère, donc elle va utiliser sa technique où elle me fait sortir de la situation et devenir observatrice de ce qui m'arrive. Et il s'avère que je découvre quelque chose que j'avais soupçonné depuis des années, mais sur lequel j'avais complètement effacé, j'avais posé un bon gros couvercle dessus. Je découvre que je suis en train d'être abusée sexuellement par un membre de ma famille. Et là, quand tu reviens du coup de cette séance d'hypnose, quand tu te réveilles quelque part, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Il y a plusieurs choses qui se passent dans la tête. Je suis soulagée parce que je me dis je suis pas folle. Oui. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on repasse en revue toutes les fois où on a eu des rapports sexuels, la façon dont ça s'est passé. Des fois où peut-être on s'est intéressé à peut-être à des choses un peu, entre guillemets, déviantes et on se dit mais en fait c'est pas parce que j'étais comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison. J'essayais de reproduire, j'essayais de retourner chercher quelque chose. Donc il y a une sorte de soulagement, se dire ok, t'es pas explication. Et l'autre chose, c'est de comprendre comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation. J'ai 6 ans à l'époque, je suis petite. C'est au moment du divorce de mes parents, de leur séparation. Je les vois pas beaucoup. Et donc, je vais aller toquer à la porte de la seule personne dont je pense pouvoir obtenir quelques réponses, qui est ma mère. Et malheureusement, elle n'est pas au courant que ça m'est arrivé, mais elle me croit. Oui. Parce que elle-même a eu une expérience. Oui. Donc là, au moins tu es soutenue par ta mère. Et qu'est-ce que ça a changé du coup pour toi dans ton parcours qui à ce moment-là vit une vie un peu de rêve que tu nous as décrite, de mannequin, de voyage, d'amitié, de découverte, de sortie. Et là, c'est quand même un coup de massue. Comment tu l'intègres et qu'est-ce que ça change à partir de ce moment-là dans ton parcours et notamment par rapport à ton don qui est là, mais que tu n'utilises pas forcément. Et que je n'utilise pas forcément, que je vais utiliser peut-être plus dans ma créativité, que je vais utiliser une fois de temps en temps pour faire un petit tour de carte par-ci, un petit tour de carte par-là, un petit soin énergétique par-ci, par-là. Je m'étais formée au Reiki, j'avais fait tous mes niveaux de Reiki. Ce que ça change, c'est surtout que ça vient s'inscrire il n'y a jamais de hasard. On vit des grands cycles dans nos vies. Et moi, quand ça arrive, je ne suis pas encore au courant, mais je suis sur le point de totalement changer ma vie et de tout quitter et de tout remettre en question. Et d'ailleurs, je fais le lien maintenant, mais une semaine après cette hypnose, on part en voyage avec mon conjoint de l'époque à Burning Man, avec un groupe d'amis. Okay. Et les 2 jours avant la fin, je me retrouve avec un gros problème féminin, une infection purement féminine. Et donc je suis clouée dans le camping-car. Moi, j'ai pas conscience à ce moment-là qu'en fait c'est cette mémoire que j'ai réactivée qui est en train de remonter à la surface. Et surtout à ce moment-là, je me dis mais en fait, c'est pas ma vie. J'ai peut-être eu besoin d'un break, j'ai peut-être eu besoin de vivre toutes ces choses-là parce que peut-être qu'un jour ça me servira, mais c'est possible qu'une partie de moi a voulu fuir tout ça. Et donc c'est pas ma vie et je ne sais pas où est ma vie et quelle sera ma vie, mais ce ne sera pas là et ce ne sera
pas avec cet homme. C'est très dur parce que c'est quelqu'un de formidable avec qui je suis depuis plusieurs années et que je ne veux pas faire souffrir. Donc à ce moment-là, je sais que là, il y a un compte à rebours qui vient de se déclencher et que tout va basculer. Et du coup, avec cet homme-là, tu comptes même te marier, mais basculement, c'est que tu vas tout quitter. Après des retrouvailles, on va dire, parce que tu retrouves ton amour d'enfance de CM1 sur Facebook. Et presque par hasard. Et tu l'invites d'ailleurs à ton mariage, qui n'aura pas lieu, mais en tous les cas, tu l'invites. Il est sur la liste. Il est sur la liste, voilà. Et tu pars en France et tu lui proposes de déjeuner. Et finalement, à partir de ce déjeuner, ta vie va basculer. Ce que tu avais pressenti quelque temps avant va se concrétiser là, grâce à l'amour, quelque part. Complètement. Et ce que je ne sais pas, c'est que lui, à la même période, la même pensée lui vient. C'est-à-dire que dans la relation et dans la vie où il se disent ma vie va changer, c'est pas possible, c'est pas ça. C'est lui qui va repenser à moi quelques mois plus tard et me retrouver sur Facebook et me contacter. Et tout va aller très très vite, parce qu'on se revoit en février 2008 et j'arrive à Paris le 1er avril avec un sentiment, mais ça c'est avec le recul que j'analyse, de reset. Parce que je reviens 10 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé et en même temps, c'est un peu comme si je revenais à la case départ. Je pense qu'on fait tous ça souvent dans notre vie jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter de revenir sur cette fameuse case départ et puis de vraiment avancer. Mais tu ne resteras pas longtemps en France hexagonale puisque ton actuel mari, qui n'est pas du tout martiniquais, te propose de venir s'installer en Martinique parce que toi tu as envie d'un peu de soleil, tu penses au sud de la France, mais lui tu dis pourquoi pas la Martinique vu que tu es à moitié martiniquaise. Et du coup tu débarques en Martinique, et là les choses s'enchaînent encore vite puisque tu as tes 2 enfants. Et tout de suite en arrivant en Martinique, et du coup un changement de vie quand même qui est énorme. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là, quelque part ce retour à tes racines, mais que tu n'avais pas forcément exploré avant et que je ne connaissais pas? J'ai fait New York, Paris, le Diamant en 6 mois, en étant enceinte de 7 mois. Autant te dire que c'était super violent. Oui, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses en même temps. Et en même temps, j'arrive à l'aéroport Aimé Césaire et là, je ne vois que des gens qui me ressemblent. C'est la première fois que je suis dans la majorité. Je ne suis plus une minorité. Et puis, l'air me correspond, l'humidité, parle à ma peau, à mes cheveux, le sourire des gens me parle, la cuisine me parle, les épices, les odeurs, ce soleil, cette chaleur. C'est rentrer à la maison sans savoir qu'on est chez soi, quelque part. C'est assez dingue comme expérience, en fait. Et c'est là aussi que tu vas ici donc reconnecter avec ton don. Ça ne va pas se faire forcément tout de suite. Il y aura des étapes, mais en tout cas, c'est ici que ça va renaître et que tu vas en faire quelque chose qui te correspond. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce cheminement? Dans un monde idéal, j'aurais aimé avoir un métier avec un titre, je sais pas, commercial, médecin, avocat, quelque chose où bonjour, vous êtes Diane, d'accord, et vous faites quoi? Je suis ça. Bon. Moi j'ai cumulé. C'est-à-dire que je suis métisse, je fais 1m80, je suis une ex-mannequin et en prime je suis médium et je suis mariée à un homme qui lui est dans une profession très intellectuelle et entre guillemets respectée socialement. Et donc ça a été un parcours parce que je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie à repousser mon don, à rejeter mon don, à me dire mais non, je veux pas être ça. Et donc je vais essayer de trouver quelque chose qui donne un peu d'appui, donc je vais d'assises, donc je vais choisir une formation en réflexothérapie, ce que je ne ferai pas parce que j'ai à peine fini ça qu'on va me proposer de prendre un local avec 2 autres thérapeutes au village de la Poterie parce qu'il sait que je tire les cartes, que j'ai un don, que j'ai quelque chose et donc je vais m'installer là-bas. Et c'est là que tout va basculer. Parce que pendant 3 ans, je vais m'autoriser à être cette médium, à dire quand on me demandait qu'est-ce que vous faites dans la vie, je suis médium. Donc là, je l'assume, mais alors à 100%, sans savoir
réellement ce que je voulais en faire, parce que c'est pas le tout d'être médium. Je veux dire, on peut être artiste, après si on devient sculpteur, si on devient dessinateur, si on devient... Il y a plein de façons d'être artiste, il y a plein de façons d'être médium. Et donc ça va me prendre encore plusieurs années où je vais me former à certains soins techniques de soins énergétiques, où je me suis formée à la réflexothérapie, je vais me former à plein de choses, et jusqu'à ce que je découvre, à peu près à cette période-là, donc on doit être en 2012 à peu près, je découvre la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Et là, des portes s'ouvrent devant moi. Et tout d'un coup, je me dis, ça m'intéresse et ça me parle. Parce que c'est pas le tout de partir, d'aller se connecter à l'univers, d'aller parler aux morts, d'aller parler à toutes ces entités qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent ou qu'on suggère. Là, on est sur quelque chose de très terrien. Et ça répondait à un besoin que j'avais, parce que moi, je suis très terrienne. Okay. Je suis sensuelle, j'aime bien manger, j'aime bien boire un bon vin, j'aime bien rigoler, j'aime bien danser, j'aime bien dire des gros mots, des bêtises, et au risque de choquer, même fumer une bonne cigarette, ça me dérange pas. Je ne suis pas choquée. Voilà. Et donc, ça répondait aussi à ce besoin que la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire en tailleur en haut d'une montagne, dépouillé de tout. Tu vois. Et puis, ça répondait aussi à cette chose que je ressentais, mais que je n'avais pas pu mettre en mots, qui est ces fameux héritages transgénérationnels. Parce que souvent, on dit « Ah, bah tiens, t'as les yeux de ton grand-père, t'as l'intelligence d'un tel, etc. » Bah oui, c'est formidable. Mais s'ils sont capables de transmettre des traits de visage ou des talents cachés ou des choses comme ça, ils peuvent aussi transmettre d'autres choses. Et notamment leur joie, et particulièrement leur peine, leur souffrance et leur trauma. Et là, tout d'un coup, mon don a eu du sens. Et j'ai su à partir de ce moment-là comment je voulais accompagner les gens. Je ne voulais pas les regarder leur avenir, je m'en fiche de ce qui va se passer demain quelque part. Parce que demain peut être modifié, demain peut être changé, demain peut évoluer en fonction de ce qu'on comprend aujourd'hui, en fonction de ce qu'on décide de modifier à l'instant T. Et une prise de conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça prend un quart de seconde, c'est un claquement de doigts. Quand on fait une prise de conscience, tout change derrière. Et donc je me suis dit, moi, mon travail, ça va être d'éclairer les gens et de les aider, les accompagner à faire des prises de conscience, à leur donner des liens qu'ils n'avaient pas encore faits et du coup les apaiser, les libérer. Et du coup, en transgénérationnel, tu dis qu'on a des prises de conscience, mais des prises de conscience de quoi? C'est-à-dire de dire qu'on est hérité de telle joie ou de tel trauma ou de telle douleur, de tel ou tel aïeux. Oui, qu'est-ce que ça... Je vais te donner un exemple très concret, et du coup c'est le mien, donc ça a du sens. La personne qui m'a formée à la psychogénéalogie, c'est une grande dame qui s'appelle Danielle, que j'embrasse très très fort et que j'aime de tout mon cœur, qui est ma deuxième maman de cœur. Et enfin ma deuxième maman miel de cœur. Quand je la rencontre la première fois, elle vient dans mon bureau, je cherche des thérapeutes parce qu'au village de la poterie, je décide de faire une sorte de centre, et donc elle vient dans mon bureau et on discute. Donc elle me parle de ce qu'elle fait, je lui parle de ce que je fais, puis l'air de rien, elle me pose des questions assez intimes sur mon histoire, ce que je fais, qui je suis, d'où je viens, tout ça. Et à un moment, elle me dit, mais au fait, t'es mariée? Ah, je lui dis, ah non, alors moi, le mariage, c'est pas pour moi, on vit maritalement, on a nos enfants, on a des animaux, on a tout ce qu'il faut, mais le mariage, je le sens pas. Et tout d'un coup, elle me regarde, elle me fait, bah oui, mais en même temps, c'est normal. Hein. Je dis, ah oui, pourquoi c'est normal? Et là, elle pique ma curiosité. Elle me dit, bah, si tu regardes bien, ta grand-mère paternelle, elle perd son mari quand elle est enceinte de ton père. Et de l'autre côté, ta grand-mère maternelle, elle devient veuve avec une fille de 8 ans à 52 ans. Parce qu'elle a eu un maman très tard. Et donc, tu ne vas pas prendre le risque de te marier et de rendre tes enfants orphelins de père, n'est-ce pas? Et là, je me dis, waouh, ok. J'avais déjà vu des psychothérapeutes, j'ai tout essayé, hein. Ça allait du psychologue au psychiatre, en passant par plein d'autres choses entre deux, je suis allée dans tous les sens. Mais ce jour-là, quand je comprends ça, tout d'un coup, je ne me suis pas mariée pour autant. Par contre, c'était plus une décision que je prenais inconsciemment, parce qu'il y avait cette peur de voir le père de mes enfants mourir. Je le faisais parce que finalement, dans mes croyances que moi j'ai développées dans cette vie-là, ça ne collait pas. Mais je n'étais pas à subir cette réaction ou ce processus. Ouais.
Et aujourd'hui, tu proposes des constellations familiales, donc c'est en lien avec le transgénérationnel, Totalement. c'est justement ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots comment se passe une constellation familiale, ce que ça peut, comment ça se passe et ce que ça peut apporter aux personnes qui y participent? Ce qui est intéressant, c'est que dans les constellations familiales, bien souvent, on se rend compte que dans beaucoup de familles, il y a des secrets de famille. Oui. Il y a beaucoup de non-dits. Dans toutes les familles, j'imagine. Dans toutes les familles, il y en a. Une constellation familiale, donc ça peut être fait en individuel et en groupe. Petite préférence pour le groupe, pour moi, mais les deux fonctionnent très bien. Dans une constellation de groupe, il va y avoir un groupe de 8 à 12 personnes. Dans ces 12 personnes, admettons, il y a une personne qui sera constellée. La personne constellée, c'est la personne qui va venir avec une problématique. Soit parce qu'elle a besoin de comprendre quelque chose dans sa famille, soit parce qu'elle a besoin d'aller à l'origine du trauma pour pouvoir le libérer. Donc la personne constellée va déposer sa problématique et la donner au groupe. Il y a autant de styles de constellation qu'il y a de constellateurs. Étant médium, moi, je n'aime pas connaître trop de l'histoire de la personne avant. Donc je ne vais pas avoir un questionnaire, je ne vais pas passer 1 heure au téléphone avec les gens. Et bien souvent, je leur dis même, n'y réfléchissez pas, venez au moment où vous vous assirez à côté de moi, on verra ensemble le thème qu'on va aborder parce que on ne sait jamais ce qui se passera d'autre dans la journée. Et donc, quand cette personne pose cette problématique, elle va, entre guillemets, se servir, parce que les personnes se mettent à disposition, les représentants. Donc ce sont toutes les autres personnes. Et ces représentants vont représenter de la personne constellée jusqu'à un aïeux ou une aïeule, jusqu'à un concept, jusqu'à même, pourquoi pas, un objet, une situation, un souvenir. Et après, c'est la constellatrice, donc en l'occurrence moi, qui va faire un travail un peu de détective et de recherche. Et il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe dans ce cercle, en fait. Oui, parce que les représentés, quelque part, sont aussi des canaux. Oui, complètement. En fait, ils vont, et il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit, d'avoir fait. Moi, j'ai des gens très souvent qui viennent me dire, mais moi, je suis très cartésien. Mais moi, je suis une médium cartésienne. J'ai les 2 pieds bien dans la terre. Hein, et pourtant, j'ai vécu des choses complètement dingues. Et pour autant, je suis un peu comme saint Thomas encore aujourd'hui. Donc, mais je pense que c'est important ça, de garder du discernement et puis de douter un peu. Le doute, c'est hyper important. Ça évite de devenir neuneux puis de se faire embarquer dans tout et n'importe quoi. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste, enfin, il y a de la magie et en même temps, c'est pas de la magie. C'est juste que les personnes vont s'identifier ou recevoir des informations et ça passe par le corps. C'est pas du tout un process mental ou psychologique. C'est-à-dire que soit ce que je vais leur demander va vibrer, soit ça ne va pas vibrer. Soit ils vont le sentir dans le corps par le biais d'une chaleur, d'une petite douleur, d'une gratouille, d'une gêne, au contraire d'une sensation de bien-être. Soit il ne se passe rien encéphalo totalement plat. C'est assez extraordinaire. Et on va comme ça remonter le fil de l'histoire de la personne jusqu'à dénouer. Parce que ce qui se passe, c'est que quand un aïeul a eu un trauma, on va utiliser mon histoire d'avoir été violée. Admettons, si j'avais continué à faire un oubli traumatique, peut-être que ma fille ou ma petite fille un jour se serait retrouvée avec ce blocage vis-à-vis des hommes sans savoir pour qui, pourquoi. Et donc, il aurait fallu revenir à l'origine de l'histoire, de ce qui s'est passé. Et en fait, l'histoire, elle a besoin d'être exprimée. Et il y a besoin d'amener un pardon. Il y a besoin d'amener une compréhension pour apaiser le système. Et toi, justement, tu reviens à ton histoire. Ça a permis, justement, d'aider tes enfants ou de changer la donne par rapport à eux, tout ce travail que tu as pu faire en transgénérationnel. Tu penses qu'effectivement, ça a pu, quelque part, changer leur parcours? Je vais te dire oui, parce que quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu entre guillemets, mon premier amoureux sérieux, mais j'étais une gamine et je pense que j'étais en recherche d'amour et que je n'avais pas la capacité à dire non. Je ne savais pas ce que c'était de dire non. Donc déjà, j'ai fait une fille, ma fille, c'est ma petite deuxième. Le premier mot qu'elle m'a dit à 6 mois en me regardant droit dans les yeux, ça a été non. Déjà, je me suis dit, wow, on est bien. Et à 15 ans, j'ai eu ce premier petit copain qui était beaucoup plus âgé que moi et ce premier rapport, il n'a pas été consenti. Et je vois ma fille aujourd'hui qui a exactement l'âge que j'avais quand tout ça s'est passé. Et ma fille a une capacité à ne pas aller rechercher de l'amour et de la sécurité chez des hommes comme moi, peut-être je pouvais le faire consciemment ou inconsciemment. Elle est parfaitement équilibrée, bien dans sa peau, hyper alignée. Et pareil pour mon fils. Il n'a pas ce besoin de se dire j'ai 16 ans, il faut absolument que j'ai une fille dans ma vie pour exister. Non, il a compris que là, pour l'instant, son plus gros job, c'est d'apprendre à s'aimer lui.
Ça, il me l'avait vraiment verbalisé quand il avait 10 ans. Je lui dis, mais moi, maman, avant d'épouser une fille, je vais d'abord m'épouser moi. Waouh. C'est extraordinaire. On Ouais, est dans la c'est clair. cuisine, je le revois Ouais, encore, ouais. c'était dingue. Ouais. Ouais, donc Ouais, je donc pense c'est que un ça bel les aide. héritage du coup que tu Je leur as pense. transmis en Ouais. faisant ce travail et Ouais. sur toi et puis en continuant finalement avec les autres. Oui, complètement. Mm. Et on travaille toujours sur soi. Je pense qu'il n'existe pas de thérapeute qui ne soit pas dans une évolution constante. Tout à fait. Tu vois, et c'est important. Oui, De se c'est le remettre en chemin question. d'une vie. Totalement. Ouais. Ouais, totalement. Merci beaucoup Diane. Avec plaisir. Pour terminer cet entretien, je vais te poser la question rituelle du morceau de musique qui te donne la pêche, qui te fait du bien, parce qu'on a parfois des moments qui sont moins drôles dans la vie, mais la musique, ça peut aider, ça peut nous faire du bien, ça peut éclairer une journée. Alors quel morceau éclaire ta journée? Alors, j'ai un trou sur le titre, mais c'est une chanson de Jermaine Jackson et Piazzadora, et c'est cette chanson que j'écoute une des chansons que j'écoute quand j'ai besoin d'un coup de boost. C'est très années 80 Oui. et c'est très, ça bouge, ça danse, ça chante haut et ça secoue. Ça énergise. Ouais, ça énergise, exactement. Et j'adore. Génial. Merci beaucoup Merci à Diane pour cet échange. Merci. Ose là, les voix qui osent. Crack Studio par Agence Composite.